La littérature et l'édition ont vu passer de nombreux auteurs. On retient les noms de certains dont on étudie le travail à l'école, des auteurs qu'on qualifie de génies, d'autres, au contraire, tombent dans l'oubli ou bien sont relégués au second plan, définis comme de simples romanciers dont le travail est réduit, voire même méprisé. C'est sur ces figures obscurcies que se concentre le travail de la maison d'édition Loup Blondin. En réévaluant les marges de l'histoire littéraire et en revendiquant le génie des écrivains oubliés, votre activité vous a mené vers le travail de Jules Vallès, Robin, que vous définissez comme l'un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Vous avez animé il y a très peu de temps une conférence sur ce personnage dont l'œuvre met en avant des testaments de personnes méprisées, précaires, marginales pour créer une œuvre d'une grande puissance. Émilie, je te laisse lui en parler. Bonjour Robin, merci de vous prêter au jeu du micro d'RDB. Les éditions Loup Blondin, elles ont été créées donc, avec Lou en 2020 dans un appart étudiant. C'est ça. Et puis, elles prennent un petit peu plus d'ampleur à partir de 2023 à la Chaise-Dieu, dans la ville de la Chaise-Dieu en Haute-Loire. Vous avez créé un atelier ouvert au public. Comme l'a dit Lina tout à l'heure, vous nous avez offert une conférence sur Jules Vallès à l'occasion de la réédition de ses textes Les Réfractaires. On reviendra sur Jules Vallès, mais avant toute chose, votre maison d'édition, elle s'est spécialisée dans l'édition ou la réédition d'écrivains marginalisés, voire méprisés. Pourquoi ce choix en particulier ? Et est-ce que vous êtes une maison d'édition punk ? Non, je ne crois pas qu'on soit punk. Avant d'être des éditeurs pauvres, on était des étudiants pauvres. Et donc, on allait acheter des livres chez les bouquinistes, on achetait des livres d'occasion. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on a fait notre culture littéraire. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert tout un tas d'auteurs, effectivement, marginaux, qui n'avaient pas trop leur place dans les manuels scolaires. Donc, Jules Vallès parmi eux, effectivement, mais d'autres aussi, certains plus connus, certains totalement inconnus au bataillon. Paul Adam, on a un livre de Paul Adam, qui est un anarchiste chrétien symboliste extrêmement bizarre. On aime bien les anarchistes bizarres, on a d'autres anarchistes bizarres qui vont arriver, néo-malthusiens, etc. Mais c'est pas un choix punk particulièrement, c'est juste que en fait, il se trouve que le 19e siècle est assez punk et que quand on s'intéresse à cette époque-là, on découvre tout un tas d'idées, tout un tas de manières de penser, de manières d'écrire qui effectivement dénotent très fortement avec l'époque actuelle qu'on estime un peu lisse. Et donc, c'est aussi ça qui nous intéresse d'aller creuser dans ces textes-là. Et votre maison d'édition est une maison d'édition militante. Vous vous définissez comme une ZAD éditoriale. Ah oui. Et puis, la particularité, c'est que vous faites de l'auto-édition. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditrices et aux auditeurs d'RDB ce qu'est l'auto-édition et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors, c'est pas vraiment de l'auto-édition. En fait, disons que c'est de l'édition artisanale. En fait, on est à la fois éditeur, donc c'est-à-dire qu'on compose les textes, on les met en forme, on leur fait des notes de bas de page quand c'est nécessaire, on fait des préfaces, mais on est aussi imprimeur de nos propres livres. Et donc, on a notre atelier dans notre local à la Chaise-Dieu où nous imprimons nos livres, nous les plions nous-mêmes, nous les poinçonnons, nous les cousons. Et donc, toute l'étape de fabrication du livre est faite par nous-mêmes, ce qui effectivement est un peu particulier. Et c'est plus ça qui est vraiment une ZAD. C'est plus ça le côté ZAD, en fait. C'est pas tant le côté militant, parce qu'on n'essaye pas d'avoir une ligne militante ou même une ligne politique, même s'il y a des choses qui découlent de nos propres goûts. Mais l'aspect ZAD est plutôt artisanal qu'il n'est strictement politique, quoi. Et ce choix finalement du circuit court, très court, ou de l'artisanat, ça vient en contrepoint en fait des grandes maisons éditoriales qui impriment pas forcément toujours en Europe. D'après vous, quel est le grand reproche qu'on peut faire aux grandes maisons d'édition actuellement, notamment sur l'impression ? Alors, le principal reproche qu'on peut faire aux maisons d'édition, c'est qu'elles publient des livres qui sont suffisamment merdiques pour en envoyer environ 60 à 70% au pilon. C'est-à-dire qu'ils en impriment des centaines de milliers d'exemplaires, tout le monde s'en fout, personne ne les lit, parce que c'est nul, et du coup, après, ils les envoient à la destruction. C'est ça le reproche qu'on peut faire
aux maisons d'édition essentiellement. Après, je pourrais vous faire un espèce de discours politique sur la surproduction, sur des trucs comme ça, mais le vrai fond, c'est qu'en réalité, ils font des livres qui ne sont pas à la hauteur et qui ne trouvent pas leurs lecteurs. Et donc, ça emmerde tout le monde, ça fait fermer des librairies, ça fait fermer, ça éloigne des gens de la lecture. Il faudrait juste qu'ils fassent des bons livres, et à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins de problèmes de surproduction, déjà. Et outre cet aspect-là du gaspillage, finalement, d'où vous est venu le désir de tout fabriquer vous-même? Qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien et quelles sont les contraintes aussi de ce type d'activité? Alors, l'une des raisons, c'est qu'on n'avait pas trop de connaissances en fait, de ce milieu quand on s'est lancé dedans. Et du coup, ça a démarré vraiment comme ça, comme tu disais tout à l'heure, dans un appartement où on imprimait les livres tout seul, tout ça. Et donc c'est d'abord un manque de connaissances, et la volonté d'apprendre par soi-même et de pas simplement déléguer en fait à des gens des connaissances qu'on pourrait acquérir nous-mêmes. Donc ça part un peu de là. Et puis les contraintes que ça pose, alors je vais commencer par les avantages. Les avantages, c'est que ça te permet d'avoir un rapport à l'ouvrage que tu fais qui est beaucoup plus intime, en fait, où tu passes effectivement plusieurs minutes à coudre à chaque fois, des cahiers entre eux. Et puis quand tu vas le vendre à quelqu'un, il y a une partie de toi, de ton temps. Tu as donné quelque chose physiquement et pas seulement intellectuellement dans ce livre. Donc c'est ramener le livre en tant qu'objet, en tant que matière, et pas juste en tant que matière intellectuelle. Et par contre, effectivement, ça nécessite que plusieurs jours par semaine, il y a des phases de couture, de coupure, de tranches. Donc on mêle le travail intellectuel au travail manuel. Et bon, je pense que c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est important, je pense, pour savoir rester sur Terre quand même. Et est-ce que vous pouvez nous dévoiler quel sera le prochain auteur que vous allez éditer ou rééditer ? Alors, le prochain auteur qu'on va rééditer, c'est, comme je disais, un anarchiste malthusien qui considérait qu'il faut que les ouvriers arrêtent de faire des enfants, comme ça le capitalisme va s'effondrer, qui a écrit un roman au tout début du XXe siècle, qui est un roman sur la littérature, qui est extrêmement méchant, extrêmement cruel, extrêmement pamphlétaire. C'était aussi un militant vegan au tout début du XXe siècle, c'était relativement rare pour qu'on le note. Mais voilà, c'est un texte assez extraordinaire. Assez difficile, donc il y a eu un gros travail dessus, mais Fernand Colnet, donc le salon de Madame Truffaut, normalement à la rentrée, et puis tout Vallès qui va venir dans les années à suivre. Eh bien, c'est une transition idéale puisque j'allais en venir au sujet qui nous occupe de Jules Vallès. Ah oui. Donc Jules Vallès, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, c'est un écrivain vélave qui est notamment connu pour son autobiographie L'Enfant. Et dans la conférence que j'ai eu le plaisir de suivre tout à l'heure, on découvre qu'en fait, l'enfant n'est que la partie immergée de la vie de Jules Vallès. Pourquoi avoir choisi particulièrement de faire une conférence et de nous en apprendre plus sur ce personnage? Parce qu'il y a une grande injustice autour de Jules Vallès. Il a eu une vie qui est effectivement très mouvementée, où il a eu une grande partie de sa vie consacrée à un militantisme politique forcené. Il a participé à la Commune de Paris. Et on a tendance à oublier que c'était aussi un écrivain et que sa littérature n'a pas seulement valeur politique, mais qu'elle a une valeur littéraire très importante. Et qu'en réalité, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un des grands écrivains du 19e siècle, c'est vrai, mais c'est aussi un des premiers grands écrivains du 20e siècle, puisqu'il a inventé la forme du roman, la forme de l'écriture, qui sera celle qui aura cours dans l'entre-deux-guerres, qui sera reprise notamment par Louis-Ferdinand Céline. Et il a instauré une véritable révolution en littérature. Donc ça nous semble important de mettre en avant cet auteur-là, parce qu'il y a tellement de lieux communs, de clichés qui tournent autour de lui, qu'il faut que quelqu'un s'empare de cette œuvre-là et essaie de la montrer un peu différemment. Il y a plein de gens qui le font, et nous, on essaie de le faire à notre manière, de manière un peu impolie, de manière un peu rude, mais aussi une manière pour... L'ouvrage que vous rééditez de Jules Vallès s'appelle Les Réfractaires. Oui. Qu'est-ce qu'un réfractaire ? Qu'est-ce qu'un réfractaire ? C'est toute la question du livre. Qu'est-ce qu'un réfractaire ? Un réfractaire, c'est quelqu'un qui vit selon ses propres illusions. C'est quelqu'un qui vit généralement dans la pauvreté. C'est quelqu'un qui s'engouffre dans la vie avec toute la folie, avec toute la bêtise et avec toute la joie que ça comporte. Et si les éditions Louis Blondin peuvent être une maison d'édition réfractaire, alors ce sera déjà ça.
Donc aujourd'hui, pendant le salon du livre à Chalencon, on peut venir vous voir sur votre stand. Et pour le reste de l'année, comment fait-on ? Eh bien, le reste de l'année, on se retrouve parfois en librairie. On est encore en train de démarcher les librairies. S'il y a des libraires qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas évidemment à nous contacter, éditionlousblondin.com. Et sinon, nous sommes dans notre local à la Chaise-Dieu ou sur notre site internet que je viens de citer. Et voilà. Une dernière question à laquelle effectivement Lina m'a fait penser tout à l'heure. Comment choisissez-vous ou réalisez-vous les couvertures des ouvrages qui sont magnifiques ? Magnifique. Merci. Généralement, on va chercher des choses qui sont un peu en rapport avec l'œuvre. C'est difficile à dire, on n'a pas de processus vraiment établi. Mais c'est pareil, on s'entoure. Moi, en fait, j'ai des listes sur mon téléphone de trucs iconographiques que je garde de côté pendant des mois et des mois et des mois, et peut-être que je vais jamais les utiliser. Mais un jour, il y a un texte qui semble correspondre à ça, et alors à ce moment-là, ça part tout de suite. Et voilà. Merci beaucoup, Robin. On peut conseiller aux lectrices et aux lecteurs de lire Les Réfractaires. Pourquoi pas, relire L'Enfant Les également. Réfractaires, tous les livres de Jules Vallès et tous les livres des éditions Loup Blondin, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Robin. On le rappelle pour les éditions Loup Blondin d'être venu nous parler au micro. Avant de poursuivre, vous avez l'habitude maintenant, on fait une petite pause musicale. On écoute Shoot to Thrill de AC/DC.